Ma légende de cette semaine, c'est un homme qui a toujours suivi son cœur, qui a mis l'humain au cœur de sa vie, puis qui s'est sorti de sa zone de confort continuellement, à aller jusqu'à un point où il est maintenant président d'une maison d'édition, le Dauphin Blanc. Ces gens-là aident les autres en publiant des livres dans le développement personnel et en ayant toujours le souci de rendre le monde meilleur. En plus, c'est un conférencier, c'est un homme qui a mis le miracle dans sa vie. Bien, apprenons à le connaître. Alain Williamson. Alain Williamson, ma légende de cette semaine, merci d'être là. Bien, merci de me recevoir, c'est gentil. Ben, écoute, pourquoi tu es ma légende de cette semaine? Parce que moi, là, je te regarde aller, mais de loin. Et je te connais pas nécessairement vraiment beaucoup. Pourquoi je te regarde aller de loin? Parce que tu as une entreprise, les éditions du Dauphin Blanc, qui est une maison d'édition de livres. Exact. Et ton domaine de prédilection, c'est le développement personnel? Spiritualité, développement personnel, croissance. OK. Cheminement intérieur, si tu veux, ça résume bien. Parfait. Donc, voilà pourquoi je te connais un peu. Mais maintenant, j'aimerais que tu me parles de toi. Aujourd'hui, qui es-tu? Puis c'est quoi dans une journée? C'est quoi une semaine pour Alain là, dans ta vie professionnelle, personnelle? Qui es-tu? C'est une grande question. Grande Une question. première grande question en partant. On a pour une demi-heure? On a pour une demi-heure, On est c'est sur ça, cette question-là pendant une demi-heure. Donc, qui es-tu? Bien, écoute, au départ, ce que je suis, les gens le voient aussi, comme tu l'as dit toi aussi. Je suis un éditeur, évidemment. Je suis aussi auteur. Donc, j'écris, je traduis aussi. J'ai plus artiste qu'homme d'affaires, si tu veux, parce que j'ai un côté artistique très fort. Maintenant, j'ai 2 enfants à la maison, qui sont rendus des jeunes adultes maintenant, 18 et 21 ans. Donc, avec Marie-Chantal, qui est mon épouse. On reste pas tellement loin d'ici, à Québec. Et on donne des ateliers, elle, sur les anges, entre autres, et moi, beaucoup sur la spiritualité hawaïenne ancestrale, sur le monde de l'édition aussi. Et en plus, j'ai un projet avec Annick Laprate sur Miracle, la journée Miracle. Donc, c'est un peu ma journée, comment ça se déroule. Écoute, je vais reconduire mon fils. D'abord, je me lève très tôt. Je suis celui qui se lève le premier le matin, 6h, 6h15. OK. Je suis debout. Un matinal. Oui. Et l'été, quand le soleil se lève vraiment plus tôt, ça peut être 5h30, 6h, je vais être debout. OK. C'est rare que tu vas me voir au lit très longtemps. Et donc, ma journée commence comme ça. Je mets la table pour tout le monde. Je prépare le déjeuner un peu pour plein de gens chez nous. Et puis, je vais reconduire mon fils et puis je vais au bureau. Et là, je retrouve ma gang du bureau, mes collègues de travail. Et on produit des livres. On travaille fort, tout le monde, à l'équipe du Dauphin Blanc. Mais on le fait beaucoup dans la joie aussi. Donc, si tu veux savoir qui je suis aussi, bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, quelqu'un qui fait beaucoup de blagues aussi. Au bureau, ils pourraient te le dire, ils ne sont pas ici, mais ils pourraient te le confirmer. On rit énormément au bureau, au Dauphin Blanc. Dans les salons du livre aussi, bon, il y a toujours des fous rires à gauche et à droite. Donc voilà, grosso modo, ma vie ressemble un peu à ça. Un peu de guitare, j'aime la photographie, j'aime beaucoup écrire, évidemment, la BD, la bande dessinée. Bon, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je n'ai pas le temps de faire tout, évidemment. Donc, ça m'amène, tu décris bien l'artiste, celui qui est à la découverte, Qu'est-ce qui fait que l'artiste a décidé un jour de devenir homme d'affaires? Est-ce que ça a toujours fait partie de toi ou c'est arrivé comme ça par... Non, là, il faudra retourner en arrière pour vraiment faire le début de ça. Retournons en arrière. Retournons en arrière. Okay. On déroule. Oui? Bon, écoute, de toute façon, au départ, non, je ne pensais jamais être dans le monde des affaires, ni surtout dans le monde de l'édition, parce que, bon, je viens d'une famille quand même relativement pauvre. Il n'y avait pas de livres chez nous. Mon père et ma mère n'avaient pas une grande scolarité, 3e, 4e année seulement. Okay. Des gens de cœur, des gens pleins d'amour, mais bon, pas une grande scolarité. Donc, il n'y a rien qui me destinait vraiment à ça. Et puis, évidemment, quand tu es né dans un contexte comme ça, ce qu'on t'apprend, c'est dépêche-toi de te trouver un job, travaille pour quelque chose de sécuritaire. Tu sais. Donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai commencé, puis j'ai cherché, effectivement, c'est ce que j'ai fait, là, ce qu'on me disait de faire. Tu sais. Mais la vie a d'autres plans pour nous. Hein. Donc, j'ai fait 10 000 métiers jusqu'à 30 ans. Il y a 30 ans, un beau jour, il y a comme eu un grand coup de balai dans ma vie. J'ai perdu l'emploi que j'occupais, qui était quand même un emploi bien rémunéré. C'était intéressant, mais c'était pas passionnant, mais quand même, je gagnais bien ma vie. Donc, j'ai perdu cet emploi-là. La compagnie a fermé.
Mon père est décédé et j'ai vécu un divorce. Ça, c'est dans l'espace de 3 ou 4 mois. Vraiment. 3 ou 4 mois. Oui, c'est ça. La vie, c'est chargé de balayer ce qui devait être balayé, dans le fond. Wow. Ben, pas pour mon père, là, mais bon, il y avait un ménage à faire, effectivement, ça s'est fait. Et là, j'étais sur une liste pour rentrer au gouvernement du Québec, pour être fonctionnaire, le rêve de mes parents. Et retrouver une stabilité, une sécurité. Ben, c'est ce que j'avais appris, c'est ce que je voyais. Ouais. Et puis là, ben, en attendant, je devais travailler, je me retrouvais tout seul, je devais travailler et j'ai appliqué dans une librairie parce que j'ai toujours adoré lire. Chez nous, je ne m'achetais pas de linge, je préférais m'acheter des livres que m'acheter des vêtements, par exemple. Il y en a plein de livres chez nous depuis des années. Et finalement, ben, le monsieur qui m'a engagé a dit j'ai pas de place dans la librairie, mais je te vois en édition. J'ai le pif, puis je pense que tu serais bon en édition. Et j'ai commencé comme ça dans le monde de l'édition. Et évidemment, j'ai vraiment trippé. Là, je me suis retrouvé dans un milieu qui me correspondait tout à fait, et c'était une passion. Et là, c'était comme les portes s'ouvraient vers quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu un rêve pour moi qui se réalisait. Et le gouvernement m'a appelé effectivement pour me dire c'est à votre tour. Il était tout heureux de me dire que c'était mon tour. Et puis j'ai dit non, merci. Là, il a dit un fonds de pension assuré, une job assurée, tous les avantages sociaux. Et je dis non, je vis mon rêve actuellement, puis je vais continuer de le vivre. Fait que vous pouvez donner la job à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a été instantané, puis la réponse est venue? Oui, oui. Tu n'as pas pris le temps de non, je pensais de plus eux autres, dans le réfléchir à fond. tout ça? Non, je pensais plus eux autres. Et puis quand ils ont appelé, j'étais même surpris, puis bon, j'avais aucun intérêt à y aller. OK. Et donc, je suis rentré comme ça dans le monde du livre. J'ai travaillé pour un éditeur, un deuxième éditeur à Québec, des petits éditeurs quand même, là. Mais j'apprenais le métier. Et puis, bon, Marie-Chantal m'a toujours dit, je te verrais avoir ta propre maison parce que, bon, tu écris bien, tu aimes écrire, et puis ça te passionne, puis pourquoi tu n'aurais pas ta maison d'édition, ce que je n'avais pas pensé vraiment. Et on a démarré la maison d'édition de cette façon-là. Un livre, 2 livres. Le deuxième livre a rapporté de l'argent pour pouvoir faire un troisième. Je n'ai pas pris de salaire pendant 10 ans pour laisser la business monter. Puis, tu sais, une maison d'édition, il faut que tu aies un fonds pour te soutenir. Il faut que tu aies assez de volume pour te soutenir. Tu sais, donc, Parce que, principalement, la maison d'édition, c'est toi qui va prendre des scripts ou des gens qui te proposent des livres. Puis la maison d'édition prend tout le risque à ce moment-là? Oui. Le seul OK. qui prend un risque financier dans l'édition, c'est l'éditeur. OK. Quand tu vas avoir un éditeur, tu lui proposes un manuscrit, tu lui demandes, dans le fond, es-tu prêt à investir 6 000, 8 000, 10 000 dans mon projet? OK. Parce que tous les autres sont... Tu sais, le libraire, lui, peut retourner les livres, être crédité. Le distributeur va me le retourner, puis il va reprendre son argent qu'il m'avait déjà payé. Mais moi, je ne peux pas retourner ça à l'imprimeur. Ça reste à l'édition. C'est fait. Donc, c'est toujours un risque financier. OK. Donc, si tu n'as pas la passion, tu es mieux de ne pas le faire. Il faut vraiment que tu sois passionné parce qu'il y a plein de défis à travers ça. Quand tu travailles avec plein de personnalités, il y a plein de défis à relever, mais si tu es passionné, ben On passe au travers on de passe tout au ça. travers. C'est ça, ça fait 26 ans, 26 ans le Dauphin blanc. Ouais. que ça a monté, ça a pris quand même une belle envergure. Oui, bien, hein? tu vois, j'ai été 10 ans à travailler à l'extérieur pour questions alimentaires. Donc, j'ai Very été, good. mais resté dans le monde du livre quand même, parce que c'était intéressant. Donc, j'ai été libraire, j'ai appris le métier de libraire aussi. J'ai été distributeur, j'ai été représentant pour un gros distributeur. Donc, encore là, j'ai appris bon, les insides un peu, puis la difficulté des libraires, la difficulté de placer un livre, tout ce qui se passe en dehors de l'édition, tu sais, qui, sur le marché directement avant d'arriver au client. Donc, ça m'a toujours servi. Ça, c'était génial de le faire. Peut-être j'aurais pu aller plus vite, mais tu vois, ma femme et moi, on a adopté 2 enfants en Colombie pendant cette période-là. Donc ça, c'était beaucoup d'argent aussi à investir, Oui. pas pour avoir le bébé comme tel, mais toutes les dépenses, le voyage, la pension, etc., tout faire traduire les documents, c'est énorme. Et puis, bon, finalement, on ne voulait pas risquer de rien perdre, donc on a sécurisé ça. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans à 2 emplois, faisant monter la maison d'édition le soir, les fins de semaine, et graduellement, là, on avait les enfants, la famille se bâtissait. Jusqu'à un jour où j'étais plus capable, évidemment, c'était... les deux demandaient énormément. Le travail de représentant et le travail d'édition venaient quasiment à égalité, puis je ne pouvais plus y arriver, là. Et là, je suis parti juste dans le monde de l'édition comme tel. Et là, évidemment, le Dauphin blanc a levé beaucoup plus vite, là, parce que j'étais à temps plein, puis je m'en occupais OK. à tous les Mais jours. il y avait quand même une part de risque. Quand Toujours, tu as décidé de laisser Ouais. un revenu stable, un Ouais, revenu, hein, une organisation, dire je me lance complètement seul, Ouais. il y avait les bonnes bases, des connaissances, mais il y avait un risque. Il y avait un risque, mais moi, dans ma philosophie, je me suis toujours reporté quand je vais avoir 90 ans, par exemple. On va dire le plus loin possible, 100, 105. Ben, on pousse, Mais- on pousse. Mettons que j'ai 90 ans, je me berce quelque part. Est-ce que je vais avoir regretté de ne pas avoir osé, de ne pas avoir tenté l'expérience, de ne pas avoir suivi le rêve, par exemple? Ou si je vais plutôt tu sais, être content de m'être satisfait d'un travail que j'aimais moins, mais qui me sécurisait. Tu sais. Qu'est-ce qui va me rester au bout de la ligne? Donc, ça m'a toujours aidé à prendre des décisions, ça.
Et c'est ce que j'ai fait dans le monde de l'édition aussi. Tu sais, je vais le regretter si je ne le fais pas, donc je fonce, je le fais. OK. Puis, oui, il y a une part de risque, mais il faut que tu vives avec aussi. Ça marche. Et des fois, tu te trompes. Hein? Dans le monde du livre, là, c'est pas toujours des coups de circuit, et loin de là. Puis pour tous les éditeurs, c'est comme ça. La recette du succès, tu la connais pas vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'un livre marche ou non? Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Que toi, tu ne gères pas nécessairement. Bien, tu peux pas contrôler tout ça. Tu sais, comment le public va réagir à un thème, à un livre, à une couverture. Tu as une idée et tu penses que, mais à la limite, tu le sais pas. C'est lui, le public, qui va décider est-ce que ça fonctionne bien ou non. Puis tu peux pas mettre la même recette à tous les livres parce que ça devient trop du pareil. Ça fait qu'il y a... Bien, c'est le fun de donner une personnalité à chacun des livres. Ouais. C'est le fun de l'aborder comme un projet unique à chaque fois, puis de le considérer comme un enfant. Si tu veux. C'est comme avoir une famille, puis avoir des enfants, puis chacun est unique. sa couleur. Ouais. Absolument. Ouais. Mais dis-moi comment, à ce moment-là, combien de livres vous pouvez faire dans une année? Combien il y en a qui voient le jour et combien tu en reçois pour voir ça? Ouf, j'ai jamais calculé exactement comment j'en reçois. J'en reçois énormément. C'est chaque jour que je reçois des manuscrits. OK. Ça, du Québec. Un peu de la France, mais rarement. Mais aussi, il y a tous les Américains, les maisons américaines qui nous proposent de prendre les droits américains, les droits francophones, c'est-à-dire sur des titres qui viennent de publier. Donc, le bassin est immense. OK. J'en fais 40 à 50 nouveautés par année. Pour une maison de la taille de la nôtre, c'est quand même c'est quand même considérable. C'est Oui. beaucoup de travail. Mais c'est ça, 40-50 et on en refuse. Tu peux voir, j'en reçois à chaque jour. Là. Tu sais, des fois, c'est 2 par jour, 3 par jour. C'est rare qu'ils passent une journée sans qu'ils rentrent un manuscrit au moins. Plus le bassin Wow. américain. Fait que c'est beaucoup, Mais- beaucoup de lecture. Oui, mais puis en même temps, ce que j'entends là, ça devient même impossible de tout lire, de tout. Ben, à ce Non. moment-là, les gens, comment le choix va se faire par rapport à lui, je vais le faire passer une étape de plus ou Tu as 3 sortes de manuscrits pour moi, en tout cas, parce que je vais parler pour ma maison, parce Oui. qu'il y a des maisons qui ont des comités de lecture. Donc, l'éditeur va voir juste ce que le comité a sélectionné. Il va lui en donner 10, mettons, pour qu'il lise, pour voir s'il veut y faire. Moi, je ne fonctionne pas sans comité de lecture. Je prends ma décision. C'est sûr que j'en parle avec l'équipe, on discute, là. Mais c'est ma décision à moi, c'est moi qui vais vivre avec. Okay? C'est ma maison, dans le fond. Alors, ce que je fais, c'est... Il y a 3 sortes de manuscrits. Il y en a qui, tu les reçois. D'abord, je suis curieux. Donc, quand je reçois un manuscrit, généralement, je jette quand même un coup d'œil. Je ne le lirai pas tout de suite, mais je prends... Mais il y en a que tu reçois et tu le sais que tu vas le faire. Tu le sens, tu le ressens. Il y a quelque chose de magique. Tu commences à lire, puis avant que tu aies fini, tu appelles l'auteur ou tu écris à l'auteur, tu dis « Écoute, j'aimerais vraiment ça faire ton livre parce que je l'adore, puis c'est excellent. » Donc ça, c'est facile. Il y a ceux qui sont très faciles aussi à refuser parce que ça ne convient pas à ta maison. C'est super mal écrit, puis on va avoir trop de travail à faire là-dessus. C'est un thème que j'ai peut-être déjà dans mon catalogue à 4-5 reprises, donc je n'irai pas vers ça. Quelqu'un qui me ferait un livre sur le Reiki, il a besoin d'être vraiment très différent parce qu'il y en a eu des tonnes dans toutes les maisons d'édition, tu comprends? Donc ça, il y a des choses qu'on refuse facilement. Le plus dur, c'est ceux qui se classent dans le milieu. C'est bon, c'est intéressant, mais il faut que tu y penses, il faut vraiment que tu analyses, il faut vraiment que tu prennes le temps de dire est-ce qu'on le fait ou non, puis à regarder avec les autres projets en même temps que tu as en main, là, tu sais, pour faire ton programme d'édition. Donc ceux-là me prennent plus de temps, des mois et des mois à décider des fois. OK. Puis, est-ce que c'est déjà arrivé, un livre, ou en tout cas que tu as en mémoire, qui était en ballottage, on n'est pas sûr, et que ça a fait un best-seller? Bien, oui, c'est sûr. Mais par exemple, je vais donner un exemple. C'est pas que j'étais en ballottage sur ce titre-là, mais le titre qu'on a le plus vendu au Dauphin Blanc, on est au-dessus de 100 000. Ça traitait d'un sujet qui avait déjà été traité par beaucoup d'auteurs, pas de cette façon-là, mais beaucoup d'auteurs en avaient traité. C'était sur les anges, donc les anges de la cabane. Donc, moi, j'avais été libraire, donc je connaissais beaucoup des livres qui parlaient des anges de la même façon, mais bon, là, c'était une couleur différente, une saveur différente. L'auteur était intéressante aussi. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on connaisse un succès comme ça. Tu sais. J'avais fait un tirage de 3 000 en me disant, bon, si je vends 3 000, moi, je suis heureux parce que c'est correct, tu sais. Et on a vendu 105 000. 105 000? Ouais. Wow. Tu sais, alors qu'il y en a d'autres où tu te dis, tout le monde embarque, les libraires embarquent, le distributeur dit ça, ça va être un hit, tu en tires 15 000, puis tu en viens 10 000. Et alors, les 5 000 n'ont pas été payants parce que tout l'argent a passé avec les 10 000 retours, parce que là, c'est ça. Donc, c'est toujours difficile à évaluer. OK. Tu sais, j'ai peut-être le White Café, par exemple, qu'on a vendu à 75 000 copies, le White Café. Quand j'ai vu le manuscrit, c'est ça que je suis tombé là-dessus par hasard. Je cherchais un autre titre anglophone à traduire. Quand j'ai trouvé l'autre titre dans le catalogue de cet agent-là, littéraire, il y avait le White Café dedans. Personne n'avait jamais entendu parler du White Café au Québec. Et je l'ai lu, j'ai fait venir le manuscrit, je l'ai lu, j'ai trippé, donc je l'ai fait tout de suite. On a acheté les droits tout de suite, on l'a fait. Ça, je savais,
j'étais pas mal sûr qu'on connaîtrait un succès, mais j'aurais jamais pensé qu'on serait rendu à 75 000 aujourd'hui, tu sais. C'est que difficile à prévoir. Il y a des belles surprises, il y en a des moins belles, mais Très bien. ça fait partie du métier d'éditeur. Alain, ça, c'est ton métier. Ouais. C'est ta vie de tous les jours. Puis il y a encore une passion là-dedans, je l'entends. Maintenant, tu es aussi, tu me disais tantôt, formateur de certains ateliers. Oui, formateur, Et- peut-être un bien grand mot. Disons que j'aime beaucoup donner des ateliers. C'est des échanges avec les gens. Je partage ce que j'ai trouvé, les connaissances que j'ai trouvées. Bon, il y en a j'en fais un atelier sur le monde du livre. Ça, c'est facile, c'est une passion, puis c'est vraiment agréable à faire, puis je m'amuse. Mais j'en fais un autre aussi, où je m'amuse aussi, mais là, on va beaucoup plus profondément. C'est sur la spiritualité hawaïenne ancestrale. On parle du conscient, subconscient, de l'âme, l'enfant intérieur. Bon, on va beaucoup plus loin. Ho'oponopono, la méthode que beaucoup de gens connaissent. Et c'est pas vraiment, tu sais, je me considère pas comme un formateur, mais j'aime bien échanger sur ce que j'ai trouvé, puis partager des connaissances qui, moi, me servent à des gens. Donc, on voit ce que ça peut aller après ça. Puis ça, les gens si ça pique la curiosité, ce que tu viens de nous parler là, de quelle façon les gens peuvent prendre contact avec toi ou en tout cas voir un peu Beaucoup. de- Je vais être très honnête. J'ai un site Internet que j'ai pas le temps de m'occuper depuis des années, donc on n'en parle pas. On ne donnera pas c'est quoi, là. Mais il y a ma page Facebook, je pense, qui est la plus facilement, là. Tu peux retrouver les informations là-dessus assez facile. Les gens qui me suivent vont être au courant. Je vais annoncer l'événement, je vais faire un post particulier à deux, trois reprises ou 4 reprises. Donc, les gens vont le voir là-dessus. OK. Alain Williamson, on tape sur Facebook. Ah oui, ça- sur Facebook, tu vas il y me en a retrouver pas- facilement. Il n'y en a pas Oui. 3. Peut-être, Écoute, il y en a déjà eu plusieurs. Alain Williamson, on s'est tout enlevé du bottin téléphonique parce qu'il y a très longtemps, il y en avait un d'entre eux qui était dans les Rock Machines. OK! Et c'est pas comme Jean Tremblay, là, tu sais. Non. Et les inspecteurs appelaient chez nous, ou ils sont déjà rendus chez nous pour m'arrêter, tu sais. C'était pas moi, là, c'est une mission d'aperçu, mais c'était assez. Il m'a même conseillé de changer de nom à cette époque-là. Wow. Non, mais sinon, oui, sur Facebook, tu en as sûrement d'autres, mais je pense que tu peux retrouver facilement, là. Le bon. Ouais, c'est le ça. bon, l'honnête. Ah, les autres sont tous bons aussi, mais à Ok. l'époque, c'était différent. Oui, je comprends. Très bien. Puis, dans ta vie de tous les jours, bon, tu as mis ça dedans. Tu me parlais tantôt de Livres en miracle, puis tu as une association là, avec Annick Laprate. Tu parles de miracles. Tu fais. Quelle place tout ça vient prendre dans ta vie et de quelle façon tu as le goût de partager ça? Le miracle? Oui. L'idée du miracle? Ben écoute, pour moi, le miracle, c'est vraiment dans mon ADN, c'est vraiment au cœur de ma vie maintenant, tu sais. Je pense qu'Annick, si tu la rencontres pour une autre émission, Annick, beaucoup plus que moi encore, là, je pense qu'elle vibre au niveau vraiment miracle, elle a la vibration du miracle vraiment très, 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 très forte. Mais moi aussi, je la porte vraiment en dedans, c'est vraiment comme, ça fait partie de mon ADN, c'est comme naturel. Tu sais. Je te dis pas là, que je réalise n'importe quoi puis je suis capable de changer l'eau en vin. Là. On n'en est pas là du tout. Là. Mais tous les petits miracles qu'on peut produire, qui peuvent se passer, donc le pouvoir créateur que j'ai, ça m'habite, j'en suis conscient et ça fait comme partie de ma vie. Ça, c'est comme au quotidien. On l'oublie des fois, on tombe dans des défis, puis on se perd un peu, mais généralement, ça fait partie de mon quotidien. OK. Puis, est-ce que ça a toujours fait partie de ton quotidien? Étrangement, je te dirais oui. Aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petit garçon, je portais ce désir-là, ce désir de changer des choses, d'aider, de transformer ce qui n'était pas adéquat, que ce soit sur la santé des gens. J'avais un côté humanitaire très, très fort, même en étant très petit. Et donc, j'étais toujours très proche de l'enseignement de Jésus, même si aujourd'hui, les gens ont tendance à rejeter tout ça, là. Il y a un ésotérisme chrétien très, très fort. Il y a un enseignement très puissant dans l'histoire de Jésus et je me suis toujours beaucoup inspiré de ça. Donc, le miracle a comme toujours fait partie, sans que je sois pieux nécessairement, là, mais a toujours fait partie de ma vie, même petit. Tu sais. Mais là, aujourd'hui, ça s'est comme dépoussiéré. C'est comme moins mystérieux. C'est comme on comprend maintenant qu'on a un pouvoir créateur qui nous habite, qu'on est d'essence divine. Donc ça nous amène à pouvoir transformer les choses, à pouvoir utiliser ce pouvoir-là pour transformer. Alors que quand j'étais petit ou quand j'étais ado, ma quête était là, j'ai toujours été en quête spirituelle, donc ma quête était là, mais j'avais pas les outils, j'avais pas les moyens, j'avais pas la compréhension ou la conscience qu'aujourd'hui j'ai. Donc, mais ça m'a toujours suivi, effectivement. C'est rare que je parle de ça. Oui. Ouais. Mais en même temps, parce que, puis je vais faire un petit bout sur ce que tu disais, puis c'est vrai qu'on entend, puis on a le goût de renier en bloc tout ce qui s'appelle l'Église, à la messe, tout ça, parce que ça nous a été inculqué, et peut-être un peu de force à certains égards
Les plus jeunes ne comprendront peut-être pas ce qu'on est en train de dire là, mais d'être obligé d'aller à la messe à tous les dimanches, moi j'ai connu ça. Ouais, Puis c'était pas un désir, c'était une obligation. Hein. Ouais. Puis si on ne pouvait pas y aller le dimanche, il fallait y aller le samedi soir. Bon, Ouais. sans nécessairement toujours comprendre ce qui se passait là. Ouais. Et il y a une grande différence entre l'Église, la structure Exactement. et le message. Exactement. Moi, quand je dis je m'inspire de Jésus beaucoup, je ne parle pas de l'Église. Non, c'est ça. Ça, c'est un peu un commerce de la spiritualité. Tu sais, ça, je ne m'en occupe pas de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à pas vouloir, pas moins parler de Jésus, en tout cas. Tu sais, c'est comme mal vu, c'est comme gênant de dire le mot Jésus. Tu sais. Alors que Bouddha, on l'utilise à tour de bras, puis on le vénère, puis Bouddha, on en parle sans gêne, sans restriction. Alors quand on tombe dans Jésus, on a l'impression qu'on retombe dans la religion. Et c'est pas du tout ça. Il y a tout un message. Bien, le message d'amour principal vient de là. Tu sais. Et quand c'est marqué dans la Bible, par exemple, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Ça, moi, j'avais 15-16 ans, puis ça me trottait dans la tête. Ce que lui a fait, il dit que moi, je peux le faire aussi. Donc, ça a été pas mal des choses qui ont marqué ma recherche, marqué ma quête personnelle et ma vie en même temps. Fait que j'ai toujours eu ce sillon-là, je l'ai toujours gardé. J'ai fait bien d'autres cours, j'ai été ailleurs, à gauche, à droite, sciences cosmiques. J'ai lu une quantité de livres sur différentes philosophies, différentes approches. Mais ce sillon-là était creusé profondément. Je pense que je l'ai toujours eu. Et il a toujours resté ça. Puis ça, c'était comme un guide pour moi. Je vais toujours rester avec ce guide-là. Puis plus j'approfondis, bien, mieux je connais cet enseignement-là, plus je me sens à l'aise avec, tu sais. Mieux ça s'intègre en moi, je trouve. Puis, je vais profiter justement de tes grandes connaissances. Tu dis, ben oui, parce que j'entends que tu es allé essayer d'autres choses. Tu t'es intéressé à autre chose, donc tu n'as pas pris une doctrine puis dire c'est ça, et voilà la vérité, voilà ma vérité, et les autres qui ne sont pas dedans ont tort. Hein? J'entends pas ça de ce que tu me dis. Mais quelqu'un qui nous écoute ici aujourd'hui puis qui a pas fait cette recherche-là, qui n'a pas été, puis qui se dit, ben écoute, j'aurais le goût d'avoir peut-être un conseil ou un enseignement ou qu'est-ce que tu as retiré de principal? Écoute, la base, l'essentiel, c'est d'aller vers le cœur tout le temps. Laisser parler le cœur, descendre en dedans de soi, descendre dans son cœur, et puis là, la vérité est là, peu importe comment tu vas l'interpréter, mais l'essentiel se trouve là. Donc, la première chose, la base, c'est de vraiment apprendre à descendre en soi, puis se fier à ce qu'on a à l'intérieur, se fier à cette lumière-là, tu sais, puis de la laisser rayonner à partir de là. Le reste, c'est des connaissances, le reste, c'est de l'exploration, c'est des mystères qui deviennent plus légers, mais la base, la seule affaire qui compte, finalement, c'est le cœur, c'est l'amour. Puis le message de Jésus était uniquement basé là-dessus. Tu sais. Mais vous les uns les autres. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, tu vois souvent les représentations de Jésus dans les dessins là, de gens, de différents artistes. Tu sais, il est toujours avec la main sur le cœur, comme ça, la main sur le cœur, puis les doigts en l'air, l'élévation. Le chemin est là pour s'élever. Tu sais. Alors, c'est tout simple, dans le fond. Descends en toi, vis dans ton cœur, reste là le plus possible. Suis ce qu'on te dit à l'intérieur dans ton cœur, puis tu vas aller vers l'amour, tu vas être au service de l'amour, dans le fond. Oui. J'entends ça, puis ça fait plein de sens. Mais en même temps, j'ai le goût encore qu'on approfondisse ça parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, puis qui vont dire... Qui vont nous regarder aussi. Qui vont nous regarder, oui, j'espère, tant qu'elle est à la télé. Qui vont nous entendre, nous écouter, puis qui vont dire « Waouh, c'est le fun d'aller vers le cœur, mais je fais ça comment? » Parce que j'ai jamais... Oui, bien, il faut d'abord apprendre à s'arrêter, hein? Arrêter le mental qui tourne tout le temps, arrêter un peu toutes les distractions qu'on a autour de nous. On vit toujours à l'extérieur. Tout nous pousse vers l'extérieur tout le temps. La publicité, la société, la performance, c'est toujours à l'extérieur. Alors qu'il faut faire le contraire, il faut revenir à l'intérieur parce que c'est ça qui va changer l'extérieur. C'est par l'intérieur qu'on va changer. Donc, la méditation est un bon truc. Très concrètement, on peut parler de méditation. La prière. Être à l'écoute du silence un petit peu, faire silence, regarder des moments où tu fais juste regarder les nuages passer, où tu fais juste écouter les oiseaux, tu sais, où tu fais juste être en silence, juste être. Apprendre à être. Les pensées vont venir, mais tu les laisses passer tout simplement, tu t'accroches pas aux pensées comme les nuages. Mais juste être à l'intérieur de soi. Mais s'accorder ce temps-là. Tu sais, la première chose, il faut que tu t'accordes du temps pour pouvoir te sortir des distractions, te sortir du tourbillon qui nous entraîne tous. Là. Puis moi, le premier, je suis dans ça, tu sais, à chaque jour, ça tourne. Ça nous ramène, hein? Ben oui, mais il faut que je me ramène pour dire mon essentiel. L'essentiel, c'est où? C'est là, tu sais. Le reste, c'est des rôles qu'on joue, bon, c'est des choses qui se placent, c'est une pièce de théâtre qui se déroule, mais ça, ici, ça va toujours être là. Ça, c'est l'éternité qui est ici. Donc, il faut commencer à aller en soi, mais s'accorder le temps, surtout, ce que les gens font pas. Tu sais, les gens vont dire, oui, je médite. Ouais, combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes-tu? C'est quand tu t'arrêtes? Il y a toujours des choses à faire. Toujours une bonne raison de ne pas Toujours le des bonnes faire. raisons, toujours plein de choses, mais on devrait prendre le temps de se dire, je m'accorde du temps pour
pour ça. ma quête personnelle, pour me redécouvrir, pour comprendre l'essentiel, pour écouter l'essentiel en dedans de moi. Toujours une question d'équilibre, puis ça fait partie de notre équilibre. Et peut-être, puis je dis ça, puis tout bon athlète, quand il veut devenir performant dans quelque chose, il doit s'entraîner. C'est peut-être de dire aux gens aussi, faites-les pas juste une fois, puis dire, je n'ai rien entendu, ça va pas marcher. C'est sûr. La constance, tu sais, la continuité dans ça. Puis plus on approfondit, plus on s'aperçoit que non seulement on découvre qu'on a besoin de ça, ça devient un besoin vital, mais en plus, c'est que les choses se transforment. Notre regard sur le monde se transforme. Et quand notre regard se transforme, les choses se transforment. C'est pas ailleurs qu'il faut changer, c'est nous, et le reste va suivre par la suite. C'est un beau message, puis je le sens que tu le portes. Hein? Des fois, on peut entendre du monde, on peut entendre des conseils, mais là, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est que tu portes vraiment cette façon d'être, puis ça fait du bien. Je suis en bonne compagnie. Merci. Alain, on est rendu à la fin de notre entrevue. Déjà? Et, déjà. On vient tout juste de commencer. On vient tout juste de commencer. Ça a été un beau temps qu'on s'est accordé. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, aujourd'hui, avec la personne que tu es, avec l'expérience que tu as, il reste encore un bon bout de vie à faire, mais quand ça sera terminé, quand le trait d'union sera fait, qu'est-ce que tu as le goût que les gens racontent de Alain? Quelle est la légende que tu aurais le goût d'entendre? Un être passionné qui a vécu la plupart de ses rêves, ou j'espère encore plus avec les années qui vont suivre. Généralement, j'espère qu'ils vont dire tous ses rêves. Tous ses rêves. Un être passionné, donc, qui a vécu ses rêves au maximum, mais surtout qui a essayé d'être le plus possible au service de l'amour dans sa vie. De plus en plus, c'est ce que je vise tout le temps. Bon, les gens vont dire que c'est des beaux mots, mais non, je pense que c'est vraiment ma quête est vraiment rendue là, puis c'est vraiment vers ça que je me dirige. Donc, si on pouvait se souvenir de moi comme quelqu'un qui a essayé de servir l'amour le mieux possible, par ses passions et par les talents qu'il peut avoir, donc ça serait génial. J'en serais très heureux. Ben écoute, tu es sur cette voie-là, cette autoroute qui t'amène vers cette réalisation de qui tu es. Merci. Merci. Merci pour déjà tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Puis pour l'inspiration que tu viens en ayant été authentique, l'inspiration que tu vas donner aux gens tant mieux. Tant mieux si ça peut servir, mon témoignage. Mais merci à toi. C'était très intéressant comme entrevue. Très agréable. Merci, Alain. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Bye-bye. Alain nous démontre que quand on suit notre intuition, ben, on est capable de faire des miracles, des petits, des moyens, des gros. J'espère qu'il vous a inspiré, vous aussi, à vivre votre légende pour attirer le bonheur.